Bonjour à tous, merci d'être là. Donc on se retrouve pour la troisième table ronde de la journée, le marché ou la vie, pour en finir avec l'économie monétaire et la marchandisation du vivant. Je suis ici en ma qualité de correspondant local pour l'association des Amis du Monde diplomatique, dont la fonction principale c'est d'être propriétaire du mensuel à hauteur de 25%, ce qui permet de garantir l'indépendance du journal. Que je présente pas plus, je pense que la plupart des gens connaissent. On reçoit donc pour ce thème trois invités que je vais brièvement présenter. Donc dans l'ordre, on aura Marc Chinal, qui s'occupe donc notamment des éditions Réfléchir n'a jamais tué personne, qui sont co-organisatrices de l'événement, et qui présente ce livre, le premier, sur l'économie post-monétaire, et qui vous détaillera ces thématiques-là. Ensuite, Marc Chenet, professeur émérite à l'université de Zurich, qui lui a publié ce livre aussi, Stop à la finance casino et à la marchandisation du vivant. Donc, il détaillera évidemment cette thématique. Et enfin, Guillaume Bourg, qui est maître de conférence à l'université Lyon 2 en sciences politiques, et également responsable scientifique pour les presses universitaires de Lyon, et qui donc intervient dans le cadre de l'édition des deux livres qui sont présentés ici, un de David Graeber, et l'autre sur David Graeber. C'est un ensemble de contributions suite à un colloque international qui avait eu lieu en 2025. 24. Voilà, donc riche thématique qu'on va essayer de brosser avec le plus de détails possible. Ça va être l'occasion surtout de discuter des liens entre économie et pouvoir, comment la monnaie est au service de cette dynamique-là, et d'une dynamique complètement décorrélée donc des enjeux du vivant, que ce soit au niveau de l'environnement ou au niveau évidemment des humains, des travailleurs. Et voilà, notamment les contributions de David Graeber, enfin de Guillaume Bourg sur David Graeber au niveau de tout ce qui est dette, bullshit job et bureaucratie seront particulièrement la venue. Donc dans un premier temps, je vais vous inviter à discuter chacun, à présenter un peu vos travaux et les propos que je voudrais décliner pendant ce temps. Et puis ensuite, on partira sur un format discussion où si certains d'entre vous veulent poser des questions, intervenir, n'hésitez pas, il suffit de lever la main et puis on essaiera de gérer ce débat en toute démocratie. Donc je vais d'abord t'inviter à t'exprimer. Merci. Brièvement, du fait de la chaleur, j'ai assisté à la table ronde précédente, que j'ai trouvée très intéressante, et j'aimerais rapidement essayer de faire le lien. Si je ne m'abuse, il y a un élément fondamental qui a, mais je parle sous votre contrôle, qui a manqué dans le cadre de la commune de Paris, c'est de s'attaquer à la Banque de France, au pouvoir financier. Et ça, c'est un élément qui doit rester aujourd'hui. On devrait avoir la Banque de France était à Paris, était lingot d'or. Le système capitaliste français était centralisé à la Banque de France. Le système des actions, des propriétaires, capital financier, c'est resté en tant que tel. Surprenant. Utiliser alors, pour les besoins de la commune, aurait été très utile. Faire disparaître le système qui a été à l'époque sous forme de papier, maintenant c'est souvent numérique. Le brûler, tout simplement, le faire disparaître, ça aurait généré un chaos au sein du monde capitaliste et ça aurait certainement aidé la commune. Alors ça m'amène à la situation actuelle, effectivement, économie monétaire, en finir avec l'économie monétaire et la marchandisation du vivant, on pourrait dire en finir avec le capitalisme. Finalement, c'est une forme moderne, mais pas dans le bon sens du terme, de ce système qui est mortifère, tout simplement. Donc, la création monétaire se fait le plus souvent à la base de dettes. Le système est extrêmement endetté, extrêmement fragilisé. Et puis la solution présentée par de nombreux économistes face au changement climatique, dont on souffre là cet après-midi, et pas que nous, moi c'est de dire on va créer des marchés. On peut créer des marchés de tout et n'importe quoi, et qu'il y a un business derrière, le font. Donc marché des droits d'émettre du CO2, pareil. Marché de la biodiversité. Donc Total qui va détruire telle ou telle espèce en Ouganda, pour être susceptible d'acheter des droits pour recréer tel ou tel, pour recréer telle espèce ailleurs, vraiment absurde. Donc c'est une économie qui survit, qui est mortifère et qui a besoin d'un monde universitaire à la botte, en économie, je veux dire. Donc c'est ce que j'observe, que j'ai pu observer en France, en Suisse,
vous avez deux grands groupes de professeurs, bien sûr, des exceptions dans le domaine. Hein. Vous avez ceux qui reçoivent des compléments de salaire de l'industrie ou des banques. Et puis l'autre grand groupe, c'est ceux qui aspirent à en recevoir. Donc ça porte un nom, c'est la corruption. Et si un professeur ne parle pas, un professeur, quelqu'un qui a un poste stable, mais qui va parler? Il y a un contrat implicite entre le professeur et le contribuable ou le citoyen, c'est qu'il s'exprime tout simplement. Or, ils ne le font pas. Alors, peut-être pour conclure cette brève introduction et pour revenir à la commune, eh bien oui, s'attaquer au système financier, donc on parlait des gilets jaunes tout à l'heure, qui sont attaqués au rond-point, c'est très bien. Mais le pouvoir n'est pas sur les ronds-points. Les ronds-points sont importants. Le pouvoir est financier en grande partie aujourd'hui. Il est sur des plateformes d'échange. Il est dans des centres de données qui consomment une énergie incroyable. Donc, c'est aussi réfléchir à comment bloquer ces échanges électroniques, ces transactions financières. Parce que ça, c'est le système nerveux de la finance actuelle. Et puis, bon, je fais allusion à cette finance casino, puisque c'est un système où on parie sur tout, finalement. Tout est susceptible de générer de l'argent. On parie sur des faillites. Je parlais de la dette tout à l'heure. On va y revenir, certainement des faillites d'entreprises ou de pays, vu donc des défauts, de remboursement de dettes, vu le niveau incroyable de ces crédits qui ont été octroyés. On parie sur tout. Mon attention avait été éveillée sur cette question il y a environ une douzaine d'années. J'écoute la radio, et puis juste une anecdote, et puis ils font allusion à quelqu'un qui représente la Deutsche Bank, et qui dit, il fait allusion à un produit financier, pour conclure un peu, qui proposait à ses clients, et puis il explique qu'il ne rapportait que 1 ou 2% au lieu des 7 ou 8% escomptés. Donc je ne connaissais pas ce produit. Et il dit, oui, parce que les individus concernés ne sont pas morts suffisamment tôt. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc c'est quoi? C'est l'assurance vie. Donc, pour vous donner une idée, beaucoup des anecdotes, on pourrait multiplier. Donc, aux États-Unis, par exemple, des personnes ayant acheté une assurance vie pour leurs enfants, si elles décédaient, peuvent ultérieurement vendre cette assurance vie. Une personne comme ça est malade, a besoin de payer vos hôpitaux, coûte cher, les enfants peut-être ont grandi entre-temps, elle vend l'assurance vie. À qui? À des investisseurs, entre guillemets, ça semble très neutre tout ça. Que veulent ces investisseurs? Ce sont des fonds spéculatifs aux États-Unis, ou des banques, comme la Deutsche Bank, qui vont dans des hôpitaux et qui cherchent les gens qui sont gravement atteints. Et puis ils disent, c'est très pudique de le dire, mais ils cherchent à diversifier. Ils vont chercher les gens qui ont cancer, les gens qui ont sida, etc., etc. Un portefeuille, entre guillemets. Puis ils proposent ça à des investisseurs, entre guillemets. Alors plus la personne meurt tôt, plus l'investisseur retire de l'argent de ce dossier. Voilà, un système cynique et déplaisant dont il faut se débarrasser parce que sinon il nous emmène dans sa chute. C'est pour ça que le livre est intitulé Stop, parce que quand on est dans une impasse, il faut dire stop, il faut réfléchir pour changer de direction et non pas accélérer. Merci. Ensuite, peut-être Guillaume, présenter les... Ouais, bien sûr. Du coup, je vais prendre la roue de ce qui vient d'être dit et pour parler un peu de ces deux bouquins. Donc, deux est sur David Graeber, donc anthropologue, anarchiste, activiste, qui est mort du coup il y a 5 ans. Sa mort a laissé une impression étrange dans la mesure où Graeber était quelqu'un qui aimait beaucoup faire chier le monde. C'est-à-dire qu'il était vraiment sur une pratique extrêmement forte de controverse intellectuelle, où il allait chercher les gens, quitte à grossir le trait, quitte à prendre des raccourcis, quitte à vraiment provoquer. Ce qui fait que c'est très difficile d'être pour ou contre Graeber, on est toujours un peu des deux. Et le fait qu'il soit mort a laissé en jachère tout un tas de débats, à la fois sur la compréhension de ce que c'est l'économie, et de la dimension politique, fondamentalement politique de l'économie, mais aussi sur un volet que tu commençais à aborder, un volet stratégique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait pour sortir la société, l'humanité, de la marchandisation, de la financiarisation, et finalement, comment on s'y prend. Et les deux bouquins qu'on a édités aux presses universitaires de Lyon, ils visent précisément à essayer de prolonger autant que possible ces deux volets de discussion,
que je pourrais résumer, si jamais c'est possible, un peu de la manière suivante. Graeber, tu disais la dimension stratégique. Graeber a toujours beaucoup insisté sur le fait que, pour reprendre les mots d'un autre auteur, l'ennemi c'est la finance, et que la centralité qu'il a eue dans Occupy Wall Street, hein, il est considéré comme un des maîtres à penser, des organisateurs d'Occupy Wall Street, a incarné ce moment dans les mouvements sociaux dont on n'est pas tout à fait sorti, mais qui a eu quand même son heure de gloire, on va dire, après la crise des subprimes en 2008, où on occupait l'espace pour désigner l'ennemi, donc les fameux 1% de concentration dans les marchés financiers et autour finalement, on est au-delà de la bourgeoisie, hein, on est vraiment dans un niveau de concentration financière et capitalistique jamais connu, en tout cas pas dans la période moderne, parce que Graeber est un historien aussi, un anthropologue avec une vision historique très longue. Et donc Graeber insiste pour dire nous devons, par le fait même de s'organiser et de résister, dire quel est le problème. Et le problème, c'est cette espèce de présentation de la dette et de la financiarisation comme quelque chose de consubstantiel à l'humanité, quelque chose que nous n'aurions aucun autre choix de faire. Donc Graeber, dans son livre Dette, 5000 ans d'histoire, dit non, la dette, c'est avant tout une histoire de pouvoir. C'est pas un mécanisme économique, c'est un mécanisme d'asservissement. Anarchiste au sens, une analyse anarchiste au sens où l'État et les banques, pour Graeber, c'est pareil. On est sur les mêmes logiques de crédit et de dette qui assurent finalement la domination. Donc ça, c'est pour le volet Occupy, et donc sur cette idée finalement de qu'est-ce qu'il faut faire quand on résiste. Il faut occuper l'espace pour ouvrir les imaginaires. Et ça m'amène à ma deuxième enjeu qu'on essaye de traiter dans ces deux publications, c'est que Graeber est aussi quelqu'un qui aime bien provoquer la gauche. Et Graeber, notamment dans le petit livre Valeurs, économie et démocratie aux États-Unis, explique que, à force de considérer que les pauvres, ceux qui sont les perdants de la financiarisation et de la marchandisation du monde, finalement ne cherchent à défendre que leur intérêt économique qui serait fort logiquement représenté par les forces politiques de gauche, eh bien on finit par se retrouver avec une part croissante des gens les plus pauvres qui votent à droite. Et donc cette chose inexplicable du point de vue des théories économiques, qui est que les plus pauvres soutiennent les partis politiques favorables aux intérêts des plus puissants ou des plus riches, eh ben Graeber se plonge à l'intérieur de ce dilemme et essaye d'apporter des réponses. Et en gros, ce qu'il reproche aux élites, notamment aux élites démocrates américaines, c'est d'avoir la même représentation des pauvres que des économistes néoclassiques de la théorie du choix rationnel, de considérer finalement que qu'est-ce que c'est un électorat? Eh ben, c'est une espèce d'assemblée de gens qui répondent à des stimuli. Et donc, on va leur promettre tel truc, et puis comme ça, on va arriver à les faire voter dans ce sens-là. Et ce que dit Graeber, c'est qu'à force de penser comme des gens de droite, eh bien, la gauche a perdu les classes populaires. Et du coup, dans cette critique extensive qu'a Graeber de dire il faut décoloniser notre imaginaire de toutes ces représentations du monde comme un grand marché, c'est là où Graeber est passionnant et où on a autant envie de le suivre que de le contester. Tout poil dans les temps. Ça fait vraiment 5 minutes pour le faire. Et donc là, on peut continuer avec Narchinal, donc qui aura une approche plus militante sur la question vraiment purement post-monétaire. Oui, alors le leitmotiv, c'est que de mes actions depuis longtemps, c'est d'essayer de comprendre l'outil monnaie avant toute chose. Et cet outil monnaie, pour moi, il est irréformable. Donc, on ne pourra jamais en faire un objet éthique. À cause, là, c'est le nouveau cheval de bataille, parce que c'est compliqué d'expliquer l'économie et je suis peut-être pas forcément le meilleur. Mais il existe 3 impasses qui sont la rareté relative de la monnaie, parce que pour résumer, quand on fait une monnaie, il suffit d'imprimer avec une imprimante, bah forcément ça marche pas. Ce qui implique que on se bat pour quelque chose qui est rare et utile, enfin volontairement rare pour avoir un outil d'échange, parce que vous n'échangez pas contre des feuilles d'arbre, vous n'échangez pas contre des bouts de cailloux, vous échangez parce que ça a une valeur. Et toute la question de la critique de la valeur aussi, c'est de savoir
qu'est-ce qui fait la valeur? Donc, normalement, c'est la rareté et c'est l'utilité. Donc, ça, c'est une impasse. C'est-à-dire, si on veut un monde en paix, tout en gardant de la monnaie, pour les postes monétaires, que je ne représente pas, mais dont je suis une des voix, c'est totalement impossible. C'est mathématique, vous mettez peu et puis démerdez-vous, battez-vous. Enfin, on est obligé de se battre. On ne peut pas faire une économie de bienveillance. La deuxième impasse, c'est la vitesse de rotation monétaire. C'est-à-dire qu'il faut toujours qu'elle tourne, cette monnaie, même quand il n'y a pas de besoin. Donc les saisons, bah, il faut qu'on n'en ait rien à faire, parce que c'est tout le temps qu'il faut du salaire, quand il faut produire. Donc on en arrive à forcément une société de surconsommation, une société où l'obsolescence programmée est intéressante, où la fast fashion est super intéressante, parce que ça force par la mode à renouveler son matériel d'usage, qui en plus est fait avec des matériaux de merde, donc pas durables. Donc c'est parfait pour provoquer de la vente en permanence. Ça, cette vitesse de rotation monétaire, on voit qu'elle est bien réelle. Par exemple, quand il y a eu la crise Covid, où il y avait plus de revenus pour plein de gens. En France, les chefs ont décidé d'arroser et de mettre de l'argent sur le marché en payant des gens. Ailleurs, ils ont dit non, crever ceux qui peuvent et qui peuvent pas suivre, et ça reviendra de toute manière, parce qu'une crise, enfin la monnaie, c'est toujours des crises comme ça. Donc voilà, il y a différentes techniques, mais toujours est-il que cette vitesse de rotation monétaire, les revenus, c'est en permanence qu'il faut vendre. Vous ne vendez pas, et le monde est, donc, on parle de marchandisation, le monde est fondé sur la vente. Quand il n'y a pas de vente, c'est mort. Donc il faut vendre tout le temps. Et la troisième impasse, c'est la croissance des PIB. Mais là, c'est très complexe, parce qu'il intervient énormément de facteurs. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est un problème mathématique. Donc, ça n'est pas une question. Moi, personnellement, je suis objecteur de croissance, mais c'est pas le souci. Une croissance, c'est une courbe exponentielle. Donc, avec un taux constant, il faut que ça atteigne l'infini à un moment. Ça, il faut prendre le temps, les mathématiques, de voir ce que c'est et tout ça. Évidemment, la croissance peut dépendre de la croissance de la population, peut dépendre de la vitesse de monétaire aussi, à quelle vitesse elle va, parce que plus on consomme, vous imaginez, plus la croissance peut être forte. Il y a un moment, vous avez un frigo, vous avez deux frigos, un en bas et un en haut, après, vous arrêtez. Pour la voiture, c'est pareil. À un moment, il y avait une voiture par famille. Après, ils ont poussé pour que chacun ait sa bagnole. Il y a un moment, qu'est-ce qu'on fait? Et on va mettre la voiture pour le chien aussi. Ça va être possible avec l'autonomie. Hein. C'est ce qui arrive déjà. Il y a des gens qui promènent leurs chiens avec les bagnoles autonomes aux États-Unis. Ça c'est entendu. Je sais pas si c'est de la légende urbaine, mais donc voilà, c'est la croissance qui pousse, elle est exponentielle. Mais le deuxième effet tout cool, c'est que la croissance, elle est obligatoire. Et ça, c'est une notion pas évidente à comprendre. Parce qu'on se dit, une fois qu'on a tout, ça va. Mais non. D'abord, il faut toujours que ça tourne à cause de la vitesse des rotations monétaires. Et en plus, quand vous avez une marge, quand vous devez faire de la marge, mais vous achetez 100 et que vous devez vendre 105, on va schématiser ce que je veux dire, mais à un moment, il va falloir que vous trouviez quelque part les 5 en plus. À l'échelle individuelle, c'est pas facile de comprendre ça parce que chacun se dit, vous avez qu'à travailler le plus, vous avez qu'à augmenter les prix, vous avez qu'à faire de l'innovation, vous avez qu'à faire, il y a plein d'astuces. Mais au final, il va falloir trouver plus d'argent et donc croissance obligatoire. Alors, on la comprend mieux en général avec les intérêts bancaires. C'est-à-dire que vous empruntez 100, la banque vous fait 100, vous devez reverser à un moment le double, voire le triple quand c'est de l'immobilier. Et je ne dépasse pas trop là, c'est bon? Ouais, c'est bien sûr. Et donc forcément, cet argent d'intérêt, faut le trouver en plus. Et généralement, ça se fait par des nouvelles dettes. Donc on arrive à des taux d'endettement monstrueux maintenant.
que ce soit des États ou pas. Après, il y a la question de Greber remboursé, pas remboursé. C'est encore un autre débat. Mais toujours est-il que cette croissance est obligatoire dès qu'on utilise de la monnaie. Parce que il faut financer la marge. Et ça, bah, pour les postes monétaires, c'est mortel. C'est ce qui mène l'humanité à tout dézinguer. Le pétrole ne sera pas remplacé par le nucléaire. On va continuer à pomper le pétrole jusqu'au bout. Parce que c'est du chiffre d'affaires, parce qu'il y a des conflits d'intérêts, parce que plein de trucs. Donc, on va absolument tout détruire pour le chiffre d'affaires. Donc, c'est plus qu'un problème capitalistique, c'est un problème monétiste. En tout cas, du point de vue post-monétaire, on se trompe peut-être. Et voilà. Et donc, passer à une société post-monétaire sans monnaie pose plein de questions sur la notion du travail, sur tout ça. Mais il y a déjà plein de gens qui y ont réfléchi, même dans les milieux anarchistes et autres. Enfin, voilà, c'est pas non plus si compliqué que ça, surtout qu'il y a déjà plein de modèles qui existent, collaboratifs, où dès qu'il n'y a plus de monnaie, les choses se font bien plus facilement. De toute manière, quand il y a un chaos dans le monde actuel, une catastrophe, c'est pas le fric qui sauve les humains, c'est la solidarité. C'est les gens qui comptent pas. C'est les gens qui donnent leur stat en plus. Et on sait que une société post-monétaire, même si elle n'existe pas réellement pleinement, mais les comportements post-monétaires soignent les problèmes plutôt qu'ils ne les détruisent, ou plutôt qu'ils soignent les problèmes. Ouais. On va pas mal interpréter soigner un problème, ça veut dire le faire perdurer. Mais ça résout le problème plutôt que de continuer à l'entretenir quand on utilise de l'argent. Voilà. Donc au moins le débat est posé. Alors il y a plein d'éléments là dans tout ce que vous avez dit qui commencent déjà à nous mettre la matière du débat qui reviennent. Donc il y a évidemment la notion de dette sur laquelle je pense que va falloir revenir à un moment pour un peu expliquer alors le point de vue de Weber, mais également les vôtres sur voilà cette espèce de d'hyper croissance non seulement de l'économie de la monnaie mais des dettes qui ont un côté aussi consubstantiel avec le pouvoir. Et qu'on peut aussi rapprocher, donc c'est ça ce que vous avez bien dit, il y a la question du vivant, donc sur les assurances vie, il y a la question environnementale. Nous là, je me permets de faire un petit insert de Lordon qui sort un chiffre dans un article du mois dernier, où d'après, je crois, une analyse HSBC, la consommation en énergie de OpenAI, c'est quelque part entre celle de la Floride et du Texas. Donc, par rapport à ce que Marc disait, en termes de besoins réels, est-ce que c'est vraiment efficace? Est-ce qu'on a vraiment besoin de quelque chose qui consomme autant? Est-ce qu'il y a un besoin final derrière? On peut se poser la question, mais par contre, ce qui est clair, c'est que ça fait du pognon. Ça fait clairement de l'argent, il y a des intérêts dedans, il y a énormément d'investissements dans quelque chose qui n'est pas rentable, soit dit en passant. OpenAI, ouais, à date. Mais il n'empêche, ça fait quand même 5 ans, je crois, qu'ils prennent beaucoup de subventions, ça se chiffre en milliards, pour un compte potable qui est nul. Donc, ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on continue d'abord sur cette notion de dette qu'il faut bien détricoter, et peut-être avec la notion de spéculation d'abord, au niveau de la finance. Oui, peut-être faire le lien rapidement entre croissance et dette, parce que on a évoqué ce thème brièvement. La croissance repose principalement sur 3 piliers. La dette, justement, ça m'amène, l'obsolescence programmée, et puis les destructions des guerres. Donc, dette, oui, on finance, ce qu'apprennent les étudiants, c'est que pour relancer la croissance, il faut s'endetter, et que pour espérer rembourser une partie des dettes, il faut générer de la croissance. Le problème, c'est que ça ne fonctionne pas, c'est pas de l'idéologie. Les dettes, toutes les dettes confondues, croissent plus vite que le pays. Donc, second aspect, donc il a fait allusion aux voitures, obsolescence programmée. Donc, il faut que ce qu'on achète, à partir d'un certain moment, tombe en panne, ne fonctionne plus, pour racheter. Alors, c'est vrai des ampoules, les ordinateurs, les imprimantes, les téléphones portables, des voitures, etc., etc. C'est absurde, parce qu'on cherche pas justement la durabilité, là, mais on cherche au contraire à ce que ça se casse rapidement. Troisième facteur qui fait lien avec la table ronde suivante, les destructions, les guerres. Parce qu'à partir du moment où, effectivement, la plupart des familles ont les biens standards de consommation, on l'a vu après 30-40 ans après la Seconde Guerre mondiale, en France, par exemple, comment croître? Dans un pays où tout a été détruit, comme ça a été le cas en Europe, justement, avant, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, voilà, mais c'est la croissance qui vient, parce qu'il faut tout reconstruire. Écoles,
routes, voies ferrées, etc., etc. Mais donc, quand on atteint un certain seuil, pour relancer la croissance, pas une petite guerre pour prendre mal. Mais donc, on a affaire à des individus cyniques, bien sûr. Parce que c'est ça, c'est que la guerre est un business, le sang se paye en dollars, et les destructions se mesurent en rendement financier. Donc ça, c'était pour lien dette-croissance. Tu avais évoqué un autre le sujet, non? Ouais, c'était plus au niveau du vivant et de l'environnement sur la question de l'énergie, en fait, parce que toutes ces transactions bancaires, même monétaires, parce qu'on parle de monnaie, on imagine, ça on va souvent revenir dessus, on imagine un support, on imagine quelque chose qui est plus ou moins affilié à l'or, qui est à peu près physique, mais enfin l'essentiel des monnaies aujourd'hui sont dématérialisées. Je crois qu'on dit non fiduciaire dans le milieu. Et tout ça, en fait, au-delà d'être surtout quelque chose qu'on met dans une machine à sous pour que ça fasse du profit, généralement pour les mêmes personnes, ça consomme une énergie de dingue. Ça produit une énergie de dingue. Le Bitcoin, une transaction sur Bitcoin correspond à, on va dire pour une voiture standard, à peu près 1000 km. C'est un délire. Ouais. Sans parler d'énergie, là je parle juste de la consommation, l'émission de CO2. Pourquoi? Donc ça, c'était présenté après la crise de 2008 par les mouvements libertariens, en disant voilà, les banques, les gouvernements sont corrompus, c'est vrai. Mais nous, enfin eux en l'occurrence, nous on a la solution avec les crypto-devises. C'est pas la solution, ça ne fait qu'accentuer le problème. Juste sur la monnaie, pour conclure, là on aura peut-être des points de vue différents, mais à mon sens, il peut pas y avoir de société bienveillante avec l'échange, avec la monnaie. La monnaie, pour résumer, c'est un concentré de richesse et de pouvoir. Donc quand on vit dans un groupe social, je dis même pas société, parce que société, ça veut dire qu'on est allié, mais on n'est pas allié avec les Elon Musk et tout ça. Un groupe social où il y a la monnaie, ça veut dire que certains concentrent le pouvoir et la richesse aux dépens des autres. Donc c'est pas une société bienveillante. Ah, j'en ai quand même. Ce qui peut peut-être amener justement qui a été évoqué par Marcinal, il y a à ce caractère consubstantiel vraiment dont on pouvait tous échanger ensemble avant la table ronde entre économie, monnaie, pouvoir. Donc la base, c'est que la monnaie et l'économie fabriquent en fait des inégalités par définition, et que ça c'est quand même assez consubstantiel. Et justement, c'est pour ça que Guillaume, je pense que ça va être le moment de parler d'Eric Graeber. C'est quand même assez consubstantiel à la fondation de l'État et du pouvoir. Bah, en fait, alors, moi, je suis ni le porte-parole de David Graeber, ni un spécialiste de David Graeber. Je m'intéresse à Graeber avant tout dans cette démarche éditoriale, et puis comme quelqu'un qui fait de la science politique et qui, du coup, a trouvé chez Graeber quelque chose d'intéressant, mais qui n'intéresse pas forcément les économistes. Graeber, dans Dette 5000 ans d'histoire, disant il ne faut pas s'imaginer que l'existence de la dette est liée au capitalisme. C'est-à-dire que la dette, c'est quelque chose, c'est un levier de construction des hiérarchies et des rapports de force et des rapports de pouvoir depuis toujours. Et que quel que soit le système économique qu'on regarde, et notamment c'est là au début du bouquin où il dit le troc, ça n'a jamais existé. Le troc, c'est une invention. Ce qui a existé, c'est la dette et des crédits. La dette et des crédits où finalement on s'échangeait en permanence des dettes, mais à la fois des dettes qui vont devenir des dettes monétaires, puisque la monnaie se fonde sur le système de dette, mais aussi des dettes morales, et la progression et la colonisation, et c'est un des points majeurs de je traite aussi dans le gros bouquin, la colonisation des imaginaires par la dette, le fait que finalement nous vivions comme l'endettement et la dette comme quelque chose d'inévitable, de parfaitement évident et de totalement intégré, c'est l'objet. Enfin, Graeber essaye de battre en brèche cette idée-là. Et une des propositions qu'il fait, mais sur lesquelles bizarrement, enfin, il fait toujours ça, Graeber, j'ai l'impression. Il propose un truc puis il passe à autre chose, quoi. Et une des choses qui ressort beaucoup en termes de propositions politiques chez Graeber, c'est de dire l'histoire de l'humanité est faite de moments d'annulation des dettes. Les jubilés, les clean state, des moments où finalement les sociétés savent qu'elles ne peuvent pas avoir un ordre politique durable dans tous les sens du terme, c'est-à-dire de préservation de ce dont nous avons besoin pour vivre, en maintenant ad vitam aeternam un système de dette. Et pourquoi il fait cette remarque et ce qui va aussi le conduire à contester le pouvoir de Wall Street après 2008, c'est que
la crise des subprimes et le fait, vous voyez, le discours too big to fail, hein, les banques étaient tellement grosses qu'on ne pouvait pas accepter à l'échelle de l'humanité tout entière le fait qu'elles coulent et qu'elles disparaissent et qu'elles soient liquidées. Et en fait, ce que Graeber essaye de ouvre une voie que plein d'autres gens vont suivre, hein, y compris en sciences politiques, une voie critique qui cherche à dénaturaliser la dette en disant mais comment se fait-il que nous soyons collectivement arrivés à un moment où on est persuadé que pour financer le budget de l'État, il faut que l'État s'endette. Ça, c'est les travaux de Benjamin Lemoine, par exemple, sur la fabrique de la dette de l'État, alors que jusqu'en 1965, en France, il y a eu une période d'une trentaine, vingtaine d'années, où l'État, pour se financer budgétairement, avait les prélèvements fiscaux, mais avait surtout ce qu'on appelle le circuit du trésor, c'est-à-dire une ponction obligatoire sur un système de banque nationalisé qui faisait que plus l'activité bancaire montait, plus le budget de l'État montait. Et ce système du circuit du trésor, il a été démoli, détruit pour des raisons politiques, pour le remplacer par un système d'adjudication où l'État va emprunter sur les marchés et donc s'endetter auprès de bailleurs de fonds internationaux. Et ce genre de travaux pour dénaturaliser la dette, en disant mais finalement, on pourrait tout à fait imaginer, par exemple, de financer l'État, c'est-à-dire l'outil central. Alors, Graeber, il dit pas ça, hein, Graeber, l'État, c'est pas son truc, mais de pouvoir, par exemple, financer l'État en dehors d'un système d'endettement sur les marchés internationaux, bah, en fait, c'est possible. Non seulement c'est possible, mais ça a existé. Et le geste militant de Graeber, et qu'on va retrouver ensuite dans les mouvements d'occupation, dans les ZAD, dans toutes les expériences communautaires, qui proposent des sécessions économiques, qui est que un des premiers actes de toutes ces expériences, à commencer par Occupy Wall Street, c'est de supprimer la monnaie, de supprimer l'échange marchand, l'utilisation et le fait d'envisager pour de vrai la gratuité. Et ce que cherche à dire Graeber, c'est plus de rentrer dans un débat technique économique en disant ok, alors pas de monnaie, mais alors du coup quel système d'endettement, mais alors quel système de reconnaissance et de stabilisation juste de reconnaissance croisée des endettements. Graeber dit il faut arracher la dette de la tête des gens, en leur disant que on peut tout à fait imaginer vivre sans être endetté sur 30 ans pour payer sa maison. On peut tout à fait imaginer vivre sans recourir au crédit pour s'acheter des choses dont on n'a pas besoin. Et ce qui a toujours intéressé Graeber, c'est de provoquer quelque chose du terme de la démonstration concrète qui permet de dire aux gens, regardez ça possible. Et on retrouve aussi ce geste dans Bullshit Jobs. Bullshit Jobs, quand vous faites de la sociologie du travail, c'est un livre horrible. Parce qu'en fait, Graeber, il connaît rien au monde du travail. Il sait pas vraiment de quoi il parle. Il y a un chapitre de Michel Allemand sur Graeber, Michel Allemand qui est un sociologue du travail, qui dit, en fait, Graeber, il regarde le monde du travail de loin. Donc, il voit à peu près des catégories d'emploi dont il a envie de dire du mal, et puis c'est tout. Et l'attachement que les gens ont à leur travail, c'est pas un truc qui intéresse Graeber. Graeber, par contre, il essaye d'agir avec des électrochocs en disant aux gens, mais en fait, peut-être que votre métier, il sert à rien. Peut-être que votre métier, il est juste là pour rentrer dans le système que tu décrivais tout à l'heure, ce qui est de vendre pour accumuler de la rente, pour générer du profit, pour rembourser des dettes, qui va consister à vendre encore plus pour continuer d'accumuler de la rente, pour rembourser des dettes qu'on a contractées pour rembourser les dettes, et que finalement les emplois les moins utiles sont les mieux payés, parce que c'est eux qui servent à stabiliser ce système qui va nulle part. Et en fait, Graeber, il cherche pas à dire qu'il a raison ou tort sur la manière dont le monde du travail fonctionne. Graeber, il cherche juste à dire, s'il y a des gens qui font ça et qui réalisent grâce à ça qu'en fait leur travail il sert à rien, ou qu'il est juste là pour alimenter une logique mortifère, eh ben c'est gagné. Mais du coup, Graeber, il est fuyant en fait sur ces débats-là, parce qu'il propose des choses, et au moment où on lui répond, il est déjà en train de parler d'un autre truc. Mais c'est ça qui le rend marrant. Ouais. Ouais, parce que c'est vrai qu'il y a cet aspect. Alors, peut-être que je vais dire le contraire de ce que je comprends. En fait, c'est que évidemment, la monnaie naît à un moment pour comptabiliser consubstantiellement une dette, c'est d'accumuler ces monnaies, donc c'est accumuler une forme de pouvoir, parce que si j'arrive à comptabiliser, enfin, il y a la notion de comptabilité quand même, il y a James C. Scott aussi, on avait beaucoup parlé, avec une démonstration qui est quand même plus lisible que celle de Graeber, mais voilà, de la consubstantialité de l'État avec l'impôt, d'abord avec du grain puis avec de la monnaie. Quand j'accumule de la monnaie, j'accumule de la dette, donc j'accumule de l'influence et du pouvoir.
Et ce qui fait penser, et ça, beaucoup avec, pour lier avec ton propos, et je pense que toi, c'est toi, Marc, tu pourrais peut-être rajouter quelque chose sur la question, parce qu'il y a un aspect, en fait, quelque chose qui est vraiment consubstantiel à la monnaie, c'est de la confiance. Une monnaie, ça fonctionne pas si on n'a pas confiance dedans. Et donc, c'est l'aspect psychologique qu'il y a dans ces échanges-là, que toi, tu développais pas mal dans ton livre, et qui, je pense que, oui, sur l'aspect militant, le côté concret, comment on fait, justement, dans une société sans monnaie, une fois qu'il change, et peut-être avec aussi cet aspect psychologique-là, où il y a un développement à faire. C'est sûr qu'il y a tellement de dimensions à l'outil monnaie que c'est difficile de tirer un truc sans que derrière il y ait d'autres trucs qui bougent, etc. Mais c'est vrai que l'histoire de la confiance, parce que c'est pas le sujet, et sur la dette, c'est pareil. Il faut avoir confiance dans la monnaie qu'on utilise, sinon ça fonctionne pas des masses. Mais tout le monde fermera les yeux le plus possible. Parce que personne, en fait, même le pauvre ou le classe moyenne ou autre chose, n'a aucun intérêt à ce que le système s'effondre finalement. Parce qu'il a toujours l'espoir qu'un jour il va être riche. Par le loto, par une invention, par héritage, par plein de choses. Et ça maintient l'idée que, ouais, mais finalement la monnaie, c'est pas mal. Sauf que la monnaie, outil de confiance, basé sur la confiance, mais aussi outil de défiance. C'est-à-dire que, avec de la monnaie, vous avez toujours peur d'être volé. Vous avez toujours peur de payer trop cher. Et en fait, c'est autant un outil qui cultive la défiance qu'il n'est basé sur la confiance. Donc, on ne peut pas réellement s'en sortir à faire un monde bienveillant en ayant toujours l'impression que potentiellement on se fait arnaquer. D'ailleurs, maintenant, les prix, quelque part, ne veulent plus rien dire. C'est-à-dire que si c'est produit par une machine, le produit peut être vendu très peu cher. Par un artisan ultra qualifié qui fait un bon truc qui dure, c'est hors de prix, il trouve plus le marché et il crève. Donc, ça pose vraiment tout un tas de problèmes. Et voilà, je me suis perdu dans une boucle. Sur la confiance, donc oui, le problème de la dette, pour moi, il y a des soucis avec Greber dans le fait que ils disent que le troc n'a jamais existé avant la dette. Pour moi, ça pose un problème parce que culturellement, déjà, pour la trace écrite, c'est évident qu'on a eu besoin d'écrire les choses, donc de laisser en héritage un support à partir du moment où on a compté des unités. Alors, c'était plus de la proto-monnaie, c'était des unités de céréales, c'était des unités de sel, des choses comme ça, mais c'était déjà une proto-monnaie, c'est-à-dire une valeur pour tel truc. Et le troc, ben, il n'y a pas besoin de traces. Je sais plus comment il s'appelait, Tutsi, enfin le mec qui s'est fait enfermer dans un glacier et qui avait des, je sais plus comment il s'appelait, hein, enfin comment ils l'ont appelé, Otzi. C'était pas du tout son nom, sûrement, hein, mais voilà. Il avait des objets qui avaient voyagé. Donc, et il n'y avait pas de monnaie. Donc, concevoir que le troc ait existé avec un système d'endettement plus ou moins complexe, pour moi, ça ne pose aucun problème. Et essayer de savoir qu'est-ce qui a commencé avant, le troc ou la monnaie, quelque part, on s'en fout, puisque la monnaie est un troc. Vous troquez votre salaire, enfin votre temps de travail contre du salaire, et le salaire, après, vous le troquez contre des objets ou des services. C'est un troc. Donc, définir troc avant, troc pas avant, mon avis, bon, il y a plein de choses intéressantes dans Greber, il n'y a pas de souci, hein. Mais il y a des trucs où ça sert surtout à légitimer de ne pas rembourser une dette. Et si on veut vraiment s'attaquer au système capitaliste ou actuel, tout ça, c'est pas en disant bah je paye pas mes dettes, c'est en n'utilisant plus la monnaie qui génère la dette, le système de dette, etc. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu. Il me semble juste que sur la question du troc quand même, mais alors je crois sous le contrôle éclairé, que ce qu'il explique principalement, c'est qu'en fait le troc en tant que tel c'est un mythe qui a été développé par la théorie économique libérale et avant tout Adam Smith,
où on dit ah mais s'il n'y a pas d'argent, il y a du troc, et où en fait cette société-là c'est une invention. Et après, moi à ma connaissance, s'il y a une société du troc ou non, en fait on sait pas vraiment. S'il y en a une, elle a fait trace, parce que l'écriture, la comptabilité, la monnaie, ça va un peu ensemble. Et s'il y a une société de civilisation du troc, ben on n'a pas la réponse, on n'est pas à l'abri d'une découverte archéologique qui rebate les cartes. En tout cas, moi, c'était plutôt comme ça que je le comprenais sur la question du troc, et que dans tous les cas, finalement, la question elle est peut-être effectivement pas vraiment là. En tout cas, ouais, ça n'a pas fait civilisation. Si je peux me permettre, la monnaie est une forme de troc, utilise le système de troc, mais le souci, c'est que déjà dans le troc, vous avez le rapport de force. C'est-à-dire quand vous avez quelque chose que vous fabriquez, des trucs primitifs, enfin, vos silex, même si je sais pas, bref, vous avez aucun intérêt à donner le mode d'emploi aux autres de comment vous faites un bon silex. Parce que sinon, vous perdez votre outil d'échange. Donc déjà, vous restreignez les connaissances. Déjà, vous êtes dans un rapport de force à dire, putain, lui, il a besoin de ça, je vais pouvoir exiger plus en échange de mon silex. Donc en fait, toutes les mécaniques qui deviennent exponentielles avec notre monde actuel et qui deviennent ingérables, sont déjà dans la source du troc. Donc, évidemment, post monétaire ne veut pas dire retour au troc. Post veut dire après et pas pré-monétaire. Et du coup, cette notion de confiance et aussi d'intérêt à maximiser, à garder quelque chose, et sur l'exemple du silex, c'est exactement ça, parce que c'est vrai que quand on parle de l'aide, c'est comme tout un tas de sujets où on a peut-être l'impression que ça va de soi. Je te prête 10 euros, tu me dois 10 euros. Mais en fait, pas forcément. Il y a le don, par exemple. Sur l'exemple, ouais. En fait, je vais juste dire un truc sur Graeber et que moi j'avais vu, mais que j'ai vraiment redécouvert dans le petit bouquin vert là. Graeber aime bien provoquer et comme je disais tout à l'heure, aller faire chier aussi les économistes sur un point central qui est sa théorie de la valeur à lui. C'est-à-dire que Graeber dit, quand on regarde les êtres humains d'un point de vue anthropologique, essayer de distinguer ce qui relève de l'égoïsme, de la maximisation de son intérêt et de l'altruisme, c'est impossible. Ça n'a aucun sens. Et que ça, c'est une fiction des économistes pour projeter une espèce de rationalité sur les comportements humains. Et donc, partant de là, Graeber dit, bon, quand on essaye de comprendre le rapport des gens à l'argent, on va en général se dire, si on suit les canons de la science économique, les gens ont un certain capital, un certain niveau d'endettement, et ils vont chercher à avoir de plus en plus de capital économique et à réduire leur endettement. Et du coup, leur comportement, par exemple, leur comportement électoraux, va suivre cette logique. Donc, si j'ai un candidat aux élections qui me promet d'être de plus en plus riche au sein de mon groupe social, enfin que mes intérêts de classe vont être défendus de ce côté-là et que je vais pouvoir m'acheter plus de choses avec moins d'endettement et plus de capital économique, je vais mécaniquement aller voter pour lui. Et en fait, Graeber constate, et il a raison, et on n'a pas cessé de le constater depuis le début des années 2000, que c'est pas du tout ce qui se passe. Que les gens qui ont le moins d'argent et qui ont le plus d'endettement, ils votent pour des gens qui leur expliquent qu'ils ne vont pas du tout les rendre riches. Ou peut-être éventuellement à condition qu'ils travaillent bien et qu'ils fassent ci et qu'ils fassent ça. Et en fait, ce qu'explique Graeber, c'est qu'il dit qu'est-ce que c'est qu'un être humain? C'est un animal qui veut vivre pour quelque chose de plus grand que lui. Et pourquoi les gens veulent de l'argent? Eh ben, il prend toujours cet exemple, enfin souvent il le prend dans cet exemple-là, le pack de 6. En disant, pourquoi est-ce qu'on veut de l'argent? Ben, pour payer un pack de 6 à ses copains. Et passer du bon temps avec ses amis. Et que c'est ça, en fait, pour Graeber, le moteur essentiel de la recherche de capital et un des moteurs aussi de l'endettement. Il y a toujours la relation humaine. Exactement. Et que si on n'a pas la valeur humaine, on comprend rien. Et ce qu'essaye de dire Graeber, c'est qu'il dit, quand on a une gauche, notamment une élite libérale américaine, qui dit à la classe ouvrière, vous allez rester à votre place dans la société, mais ça va aller un peu mieux, vous allez vivre un peu mieux grâce à nous, et du coup, on perd le plus grand que soi. On promet plus rien aux gens, on leur dit plus rien, en fait. Vu qu'on a arrêté de leur promettre le grand soir, et la sortie de la monnaie, et la sortie, on leur dit plus rien, on leur dit juste, ça va aller.
Hein, votez pour moi et vous verrez, vous serez moins licenciés et puis vous verrez un peu mieux. Et Graeber il dit, bah en fait, la droite américaine, alors il dit ça de bouche et ça n'a cessé de monter jusqu'à Trump, ils tiennent aucun discours économique, très très peu, disant oui, bon, on verra, si on a du bol, on sera riche et puis ça ira mieux. Mais on propose des choses plus grandes qu'elle à la classe ouvrière américaine, la nation. Vous allez mourir pour la nation, plus grand que vous. La guerre, on va faire la guerre. Donc la guerre, bah, dans toute une partie de la classe ouvrière américaine, c'est quelque chose qu'on a immédiatement à sa disposition pour vivre pour quelque chose de plus grand que soi, et la religion. Et Dieu, quoi. Et en fait, Graeber dit, bah, on a raté ça dans la compréhension qu'on a des êtres humains, finalement, en leur parlant juste d'amélioration de leurs conditions de vie, alors que, en fait, c'est pas pour ça que les gens votent. Et que les gens, même très pauvres, peuvent aller chercher quelque chose qui n'a rien à voir avec l'enrichissement et l'accumulation de profits. Et du coup, c'est toujours ce truc chez Graeber, finalement, de tenir des propos sur la dette qui sont sûrement faux, mais à la fin, ils s'en fout, quoi. Parce que son but à lui, c'est pas ça. C'est toujours d'amener vers autre chose en disant, ben, attention à ne pas nous enfermer dans une vue de l'homo economicus que des fois on reproduit malgré nous et qui nous fait passer à côté de plein de choses. Je vais l'arriver tout de suite. Parce que, alors du coup, je vais ressortir un peu de Graeber parce qu'on parlait de valeur et de confiance. Et du coup, moi, ça me donne envie de vous poser la question au niveau de la financiarisation et de la spéculation. Parce que, bah là, je pense que vous allez avoir pas mal de développement à faire. Je pense que, je vous ai vu hausser les sourcils, donc je pense que vous avez du grain à moudre. Mais, ouais, pourquoi finalement il y a quand même cette espèce d'hyper-spéculation, hyper-financiarisation, parce que les dettes, ça c'est toujours financer le pouvoir, et enfin, je pense que tout le monde peut avoir des petits exemples en tête, même sur la monarchie, c'est pas du tout capitaliste. Mais il y a cet intérêt quand même, qui est quand même relativement moderne, par rapport à la spéculation et l'hyper-financiarisation, qui fait une énorme augmentation de la valeur. Donc là-dessus, qu'est-ce que vous pouvez nous rajouter? Je précise aussi on a un peu dépassé la moitié. Donc si vous voulez poser des questions ou interagir, n'hésitez pas, c'est comme vous voulez, et puis peut-être rentrer dans un débat un peu moins formel à partir de maintenant. Avant d'essayer de répondre à ta question, juste un point concernant la confiance, c'est vrai qu'elle est essentielle pour la valeur d'une monnaie, par exemple. Avant, il y avait les talons or, ça a volé en éclats, et la crise résulte d'un manque de confiance, que ce soit au niveau monétaire ou au niveau politique. Alors, de manière générale, est-ce qu'on a confiance? Regardons ce qui s'est passé à Évian il y a quelques jours. On a affaire à un pouvoir mafieux. Al Capone, le boss, réunit ce numéro 2, 3, 4, 5. Est-ce qu'on peut avoir confiance en un système mafieux? Moi, je pense pas. C'est ça qui s'inspire, parce que la question de la monnaie, elle est connectée au monde politique dans lequel on vit, et social. Mais c'est ça l'image qu'on a eue. Un boss et autour de lui des gens qui font des courbettes. En payant à Versailles des dîners fastueux avec le frais du contribuable. Est-ce qu'on peut avoir confiance, c'est simple, en un type de système tarif pour l'avenir, pour notre avenir, celui des enfants, des futures générations et de personnes qui n'existent pas encore? Je crois que la réponse est assez claire. Alors après ça, la monnaie vient, mais elle est secondaire. On ne peut pas avoir confiance. Donc en ce sens, c'est une crise permanente. Parce que tant qu'ils seront là, au pouvoir, non, ça ne va pas aller en s'améliorant. Après ça, juste un point par rapport à Graeber, plus une nuance par rapport à la dette. Effectivement, la dette a toujours existé, même avant le capitalisme. Il y a une caractéristique, une nuance particulière depuis, on va dire, 30-40 ans, au sein du capitalisme financier, justement, ça nous ramène à ton point, c'est que le capitalisme a, comme on dit, titrisé. Alors j'explique, parce que il y a toujours des termes complexes, et puis après ça, ça sera boire une bière ou jouer un foot. Titrisation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Chose quoi de bien clair. C'est-à-dire que le système est basé sur la dette. Mais aux États-Unis, avant la crise de 2008, les grandes banques ont cherché des clients qu'ils appelaient ninja, no income, no job, no asset. C'est-à-dire, vous n'avez rien, vous êtes au chômage, venez, on va vous octroyer un prêt. C'est bizarre. Ça, c'était pas le cas avant tout de même. Posez, qu'est-ce que vous faites? Non, venez. Donc, on vous octroie un prêt. Vous achetez une maison à, je sais pas, $5,000, et puis elle va valoir 120 à la fin de l'année. Donc, vous remboursez, puis vous gardez la différence, pour résumer. Et puis, comme les grandes banques qui faisaient ça étaient prudentes, elles faisaient justement cette titrisation. C'est-à-dire qu'elles vendaient cette créance à d'autres banques ou investisseurs, entre guillemets, pour pas garder ça dans leur bilan, parce que si ça explose, patate chaude explose,
pas qu'elle expose ailleurs. Donc ça, c'est un phénomène du capitalisme financier, justement, qui a généré une ampleur incroyable à ces dettes bidons. Ça a explosé dans les mains de la banque Lehman Brothers, qui est tombée en faillite, et dans les mains d'autres, Deutsche Bank, etc. Maintenant, ta question par rapport à la financiarisation, pour conclure, pourquoi c'est arrivé, simple. L'élite, entre guillemets, veut, voilà, les malades, je crois, elle veut tout et tout de suite. Et avant, c'est pas évident d'obtenir tout et tout de suite. Et maintenant, on voit Elon Musk, il a dépassé les 1000 milliards, si je ne m'abuse. Tout et tout de suite. Et ça a été fait comment? Grâce à la financiarisation. On peut faire des paris et générer des gains énormes, extrêmement rapidement, et grâce à l'outil informatique, maintenant à l'intelligence artificielle. Donc, ce que d'autres mettaient, pour les autres, il fallait plusieurs générations pour accumuler, pour faire des faillites. Non, ils veulent tout et tout de suite. Ils sont dangereux. Et je termine avec une image. Supposons quelqu'un qui n'est que 100 millions d'euros. 100 millions d'euros. Un loser par rapport à eux. Supposons qu'il les ait en billets de 100 euros. Vous avez une idée de la taille qu'aurait cette type de billet? Vous vous souvenez, non? Ouais, Ah non, mais en termes de mètres. Vas-y, un kilomètre. Oui, c'est 120 kilomètres. C'est un loser parce que Musk, il a dans 10 fois plus. Mais qu'est-ce qu'on fait avec 120 kilomètres de billets? Ah, bah, j'ai d'autres idées. Non, mais ils sont malins, ces gens-là. Ça, je veux dire. En économie, les étudiants apprennent, que ce soit ici ou partout dans le monde, que toujours plus signifie toujours mieux. Donc, ils apprennent que la boulimie, c'est bien. En médecine, on sait que la boulimie fait maladie. Non, en économie, c'est bien. Toujours plus. Notamment, ça se fait aux dépens de tout le reste. C'est ça. Voilà. Puis ça, et puis après, du coup, on vous vos questions, mais ça permet d'ouvrir la porte quand même. On avait eu, avec chacun de vous, il y avait eu le débat de la responsabilité du monde académique, parce que c'est vrai que toutes ces questions-là, en économie, enfin, c'est soi-disant une science avec un grand S, puis c'est des maths, ça rassure, donc c'est que les valeurs, tout ça, c'est logique. L'assurance, au début, il y a quand même le métier d'actuaire qui est quand même... le principe, c'est de faire des maths, fabriquer des assurances exactement pour calculer le risque de mort des gens, en fait. Donc, ça sort de l'intérêt de l'assurance, on imagine bien. Donc, il y a quand même un truc comme ça, avec cette rationalisation-là, ce mouvement de dire c'est finalement des valeurs, c'est des chiffres, donc c'est normal. Et en fait, c'est complètement décorrélé du vivant, c'est complètement décorrélé des ressources, de toute forme de besoin réel. Et un autre point qui a commencé à être ouvert quand même, c'était sur Raider, c'était sur pourquoi la gauche a perdu les classes populaires. Et donc, c'était des choses sur lesquelles on avait quand même déjà pas mal évoqué, les liens entre finance et extrême droite, quand même, qui sont, on essaie de nous vendre aujourd'hui des idées. Alors, sans trop forcément partir sur la question politique, mais voilà, la porte est ouverte. Sur le fait que, on essaie de pas le dire, mais il y a quand même des chercheurs aujourd'hui qui disent, il y a Joanne Chapoutot, quand il y a l'extrême droite qui arrive généralement dans un pays, le monde de la finance et des élites bourgeoises est jamais très loin. Donc, l'intérêt économique, il se trouve là. C'était le cas en Allemagne dans les années 30, mais c'est pas du tout le seul exemple. C'est largement le cas aujourd'hui. Il y a deux milliardaires très célèbres qui ont les mains dans le cambouis à ce niveau-là, hein, qui se donnent un monstrueux. Donc voilà. Donc ça, il me semble que cette question est quand même un peu corrélée à la façon dont Weber présente l'histoire. Et c'est peut-être des choses aussi sur lesquelles on pourrait ouvrir le débat si vous voulez. Il y a peut-être des questions. Monsieur. Juste une information, si vous me permettrez, parce qu'en fait, la personne qui est chargée du médaillé au musée des Beaux-Arts nous montrait une pièce de l'époque de Miron, une pièce d'or. Et à l'intérieur de cette pièce d'or, il y a à peu près 1% de bronze. C'est-à-dire que Néron, déjà, il prenait une partie de la pièce d'or et gardait pour lui. C'est un voleur et un faux monnayeur, déjà. L'empereur lui-même était un voleur. Historiquement, c'est intéressant. D'ailleurs, il me semble, il y a plusieurs cas quand même d'emprunt, en tout cas sous la monarchie, qui étaient tellement colossaux au niveau de la couronne, la dette était finalement pas remboursée. Je crois que c'était la méthode Philippe le Bel de finalement dégager les usuriers du royaume et d'en trouver la vie. Il me semble. J'avais vu des questions. Bonjour, j'avais une question qui s'adressait à Marc Chinal et je me demandais, voilà, vous écoutez, il semble que la critique de la valeur et qu'il y a tout un corpus d'outils hérités de Marx et Engels qui ont l'air d'être intervenus au sein du processus qui a accouché de description du monde de demain. En quoi est-ce que vous vous liez à ce corpus d'outils et en quoi est-ce que vous vous en démarquez en même temps de votre travail? Alors, on a moins utilisé que les autres. Je peux y aller. Donc c'était un livre que j'ai fait avec Jean-François Petitjean. Enfin, on a écrit chacun une partie parce qu'on n'a pas des vécus identiques, mais on est arrivé aux mêmes conclusions. Et c'était intéressant d'avoir ces deux points de vue.
moi personnellement, j'ai un souci avec Marx, mais surtout les marxistes, parce que pour moi, ça a planté l'humanité dans tous les essais qui ont été faits avec, voilà, tout a planté. Alors chaque fois on dit oui, mais c'était pas du vrai communisme, oui, mais c'était pas machin, tout ça. Et à un moment, faut quand même se remettre en question, quoi. Parce que là, il y a un problème. Donc, ça fait l'objet d'un deuxième bulletin qui s'appelle Et si on s'était trompé de chemin. Parce que cibler un ennemi, c'est vachement pratique politiquement. C'est la faute aux riches. Là ouais, mais chaque pauvre rêve d'être riche. Et pour être riche, faut zigouiller les autres. Alors, je vois non à l'horizon. Soit, moi, je suis dans l'objection de croissance, je ne rêve pas d'être riche. Sauf que, par rapport à ce qui a été dit sur les élections, la gauche, en général, promet de rehausser le SMIC, donc en fait, achète le vote par de l'argent supplémentaire. Et la droite, c'est plus d'argent, mais simplement parce qu'on vous prend moins d'impôts. Donc, en gros, les deux corrompent la démocratie. Voilà. Après, sur je sais pas si j'ai répondu vraiment. Ou quelque part, ouais, mais justement, vraiment, je me posais plus la question même sur comment est-ce que vous vous démarquez justement du dogme marxien et voilà, comment ça intervient. Il y a trop d'interprétations de Marx. C'est dommage qu'il est plus là pour se défendre. Et c'est ça chaque fois le problème. C'est qu'après, il y a plein d'interprétations, on lui fait dire n'importe quoi, et voilà, à la fin, donc moi je dis livre d'histoire, on le brûle pas, il n'y a pas de problème, hein, on garde, c'est voilà. Mais on essaye autre chose, et on passe à autre chose. Comme filtre pour comprendre le monde. Il y avait plein d'autres mains levées. Ouais, dans l'un puis l'autre. D'abord, mais j'ai continué sur Marx, du coup. Et pour statut de Greber, si tu vas le compter, et Greber me dit qu'il y a un plus grand concept que ligne des votes des mots, donc la guerre, de société nationale, tout ça. Parce que ça vient pas s'opposer justement de sa philosophie marxiste, qui consiste à dire que c'est la reconnaissance, partager les mêmes conditions d'état de naissance, qui guide la transformation des choix des gens. Ça n'a pas posé les gars. Oui, du coup, non, pas du tout, pas du tout. En fait, Graeber, il a pas de rapport avec Marx. Enfin, il a un rapport avec Marx comme tout le monde, parce que on peut pas faire sérieusement des sciences sociales sans Marx, et quoi qu'on pense du marxisme. Mais ce que dit Graeber, c'est qu'en gros, le projet émancipateur du versant politique du marxisme, c'est-à-dire non seulement il y a la conscience de classe, nous sommes une classe pour soi, enfin, et nous devons défendre nos intérêts de classe, mais qu'en fait cette défense de classe, il faut qu'elle aille quelque part, et que la téléologie marxiste qui est de dire, en fait, là où on va, c'est une société sans classe, c'est ça le vrai moteur de la mobilisation, de l'organisation de la lutte des classes. Et ce que constate Graeber, c'est que la gauche, en tout cas la gauche américaine, mais on pourrait, je pense, étendre, a complètement abandonné ça. Et du coup, l'orientation, alors je vais le dire comme ça, mais la prédominance social-démocrate qui est en train de s'éroder fortement, mais qui a quand même été marqué toutes les gauches occidentales depuis les années 80, a précisément consisté à s'imaginer qu'on pouvait promettre. En fait, à s'imaginer, je suis désolé, je suis pas d'accord là pour le coup avec Graeber, à s'imaginer que les gens, la seule chose qui les intéressait, c'est d'être riches. Pas du tout. Sinon, les gens ils réagiraient positivement aux stimuli, qui consistent à leur dire, on va vous monter les salaires. Sauf que ce que dit Graeber, c'est que juste dire, on va vous monter les salaires, ça suffit pas. Ça suffit pas parce que, un, c'est pas vrai, donc les gens ils n'y croient pas, ils voient bien que c'est pas vrai. Et deux, si c'est que ça, le substrat politique de gauche aujourd'hui, de dire on va faire une société plus juste, en fait les gens ils s'en foutent. Et en face, non seulement les forces politiques de droite telles qu'elles sont aujourd'hui n'ont plus aucun discours sur l'enrichissement. C'est-à-dire,
le Rassemblement national, c'est un parti qui ne dit rien sur les salaires, sur rien du tout. Le Rassemblement national est le bras armé des partis de poche entière capitalistes, industrielles et financières, c'est clair. Et la seule chose que dit Rassemblement national, c'est nation, 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 guerre, 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 et c'est tout. Et puis église de temps en temps, et puis de l'islamophobie. Et en fait, ce que dit Graeber, c'est que face à ça, face à ces absolus-là, la gauche n'a plus rien à dire. La gauche ne sait plus quoi dire, et en tout cas a abandonné justement le propos, par exemple, d'une société sans classe, ou d'une vraie abolition. C'est pour ça, des propositions radicales, moi je suis pour, quoi. Je sais pas si je suis d'accord ou pas, mais on s'en fout. Au moins, ça ouvre l'espace, et c'est ça que voulait Graeber, c'est que des vraies alternatives globales, moi juste des machins en disant ah oui, on va mieux reconnaître le salaire des aidants, on s'en fout ça. Enfin, c'est vers quelle société on va en fait. Et si la gauche n'a pas de substrat à la théologie marxiste, on est mort, quoi. C'était un peu à propos de Lordon aussi sa définition de la gauche, c'est à tout prix se débrouiller pour supprimer l'emprise du capital sur l'économie et sur la société. Si je suis d'accord avec Lordon, en plus, j'ai vraiment gagné mon après-midi. Juste parce que il nous reste 35 minutes. Donc j'avais vu, il y avait monsieur, il y avait une main dernière, monsieur ici. Allez-y, on a fait moi, je voulais juste, sur ce prisme-là de problème, voir comment vous considérez, vous questionnez en fait la valeur du travail. Parce que moi, je suis justement dans une institution qui travaille là-dedans. Et est-ce que finalement, ça participe pas de ce qui est une construction anthropologique de pérenniser toujours la financiarisation du monde et l'endettement. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on met comme valeur ajoutée au travail sorti du fait qu'on a un salaire monétaire. Tout à fait. Finalement. Je sais pas comment vous voyez le lien. C'est pas sympa comme question parce que là, ça me met sur une rampe de 25 minutes de prise de parole, donc je voudrais quand même éviter. Mais merci, hein, D'ailleurs, je dis n'importe quoi, c'est 25 minutes qui nous restent. Ouais, voilà. Si ça vous va, on prend les questions. Comme ça, on est obligé de condenser les réponses parce que sinon, je vais vraiment déborder. Monsieur au fond. Ouais, moi, j'aimerais bien savoir en fait, tu peux parler de Musk qui montre tous ces géants de la tech. La place où les fascistes ils évoluent, la place où il y a une bulle de l'IA. Là, si vous avez déjà réfléchi sur cette question, savoir si où on en est. Enfin, ils voient que ces milliards qui sont là en l'air, ils servent aussi à tous ces géants de la tech. Et moi, j'ai l'impression qu'à un certain moment, ça a impliqué. Parce que c'est pas ça la solution. Oui, Pardon, il y avait une question comme ça, on récolte. Il y avait, monsieur, c'est ça? Vous avez une question? Oui, c'était plutôt des réflexions, mais qui peuvent alimenter des questions ou des réponses. En vrac, rapidement, sur la question des élections, pourquoi finalement le peuple ne voterait pas dans le sens qui serait logique? Par rapport à ça, faut quand même prendre en compte l'abstention qui monte depuis quand même quelques années et dans tous les pays démocratiques ou dits démocratiques du monde. Donc ça montre aussi qu'il y a aussi un autre regard par rapport à cette question-là et par rapport à la servitude volontaire ou pas. Par rapport à Graeber, pour revenir rapidement, ça a été évoqué par Guillaume, il y a un passage qui est quand même très intéressant. Et là, on voit l'anthropologue, quand il parle de la dette, quand il parle sur les questions de relations sociales, la dette par rapport à quelqu'un, la dette par rapport à un autre, enfin, la dette morale, etc., qui est un substrat extrêmement important, sur lequel finalement il n'y a pas tellement de réponse à part on est tous frères, la convivialité, et on risque de glisser sur le terrain de la religion quelque part. Enfin voilà, c'est une interrogation à voix haute. Et aussi l'autre aspect, le fait que le concept de dette a infusé nos esprits, et y compris notre réflexion, y compris la réflexion critique, je voudrais évoquer quand même un point particulier qui est la dette écologique. Un concept extrêmement intéressant et à mon avis extrêmement problématique, qui a été porté par Miguel Baquedano, qui est un Chilien, écologiste par ailleurs et qui est aussi dans les mouvements politiques écologistes, qui a proposé ce concept-là. Alors c'est pas un hasard s'il vient d'un courant catholique très engagé au Chili radical, mais ça pose quand même un certain nombre de problèmes cette histoire de dette écologique parce que
ça voudrait dire que notre consommation, notre production, finalement, pillerait la Terre, ou Gaïa, comme on veut, et que par rapport à la Terre et à Gaïa, en fait, on devrait quelque chose parce qu'on la pille. Okay. Donc, quelque part, pour moi, il y a une absence d'analyse des rapports socio-économiques et politiques. C'est pas Gaïa qui est en jeu, de mon point de vue. C'est les dirigeants, les capitalistes, les entreprises, c'est pas forcément tous ou à des degrés divers. Et ce qui est assez significatif, c'est que cette idée de dette écologique a été quand même bien intégrée, y compris dans le milieu scientifique, sur les questions d'écologie, d'environnement, et très très peu remis en cause, effectivement. Enfin, pour moi, il y a une vraie question. C'est quoi cette dette-là, hein? Alors, je vous passe le couplet de Cousteau. Cousteau, c'est les générations futures, hein. C'est lui qui a théorisé assez rapidement cette idée qu'il fallait laisser quelque chose de bien aux générations futures. Bah ouais, évidemment. Mais en attendant, si on est dans la merde, il faut qu'on laisse la merde, c'est ça? Donc, cette idée de dette écologique qu'il faut pas laisser aux générations futures, elle pose quand même problème dans l'analyse. Et par ailleurs, la dette supposée entre les pays supposément riches et les pays supposément pauvres, ce qui fait aussi l'impasse sur la responsabilité des bourgeoisies dans l'ex-tiers-monde. Bon, c'était juste une réflexion, mais c'est marrant parce que cette idée de dette-là, voilà, c'est ça qu'il faudrait aussi creuser. Du coup, sur ces réflexions, pardon, on avait donc la question de monsieur, au fond, qui était plus sur la tech, qui va du coup rejoindre cette question, qui va aller aussi avec cette question de technofascisme, quoi, qui va bien avec une notion de dette écologique. Il y avait la question de monsieur aussi. Et j'avais juste un dernier point, très très rapide. Je suis désolé. Je pense que Graeber, il va déconstruire, il va être provocateur, mais contrairement aux marxistes qui ont un programme clé en main, il n'en a pas. Ah ça. Et c'est une position anarchiste pour moi. J'étais court là. Carrément. Des réactions par rapport aux différentes questions qui ont été posées. Peut-être brièvement, donc je disais oui, ça va probablement exploser ou peut-être exploser, et peut-être tant mieux. La question est de savoir si on disparaît dans l'explosion ou pas. Donc que ce système explose sans nous, ça serait très bien. Simplement, il peut exploser aussi avec nous. Il peut y avoir une guerre, il peut y avoir un réchauffement climatique, etc., etc. Donc ce technofascisme est très dangereux. Ça nous mène à Milei en Argentine. L'année prochaine, à un dénommé Bardella. Ça continue comme ça. On a envie de ça. Trump aux États-Unis. Tout ça, c'est inquiétant. Et si on fait le lien avec ce qui se passe, le réchauffement climatique, ces gens-là pensent certainement sans le dire que s'il y a la moitié de la population humaine qui disparaît parce qu'il fait trop chaud, ils s'en porteront pas plus mal. Parce qu'ils ont des logiciels, ils ont des robots, ils ont l'intelligence artificielle, ils nous considèrent comme des gueux. C'est une partie des gueux qui disparaît parce qu'il fait trop chaud, eux ils ont l'air conditionné. Donc voilà, où est-ce que ça va exploser? Ça nous amène donc à réfléchir, à réagir par rapport à cela avec des mouvements sociaux. Autre point par rapport à votre intervention, le thème de dette morale, si je ne m'abuse, a été utilisé. Et je pense qu'il serait important d'avoir à l'esprit la notion de dette immorale. J'en ai des exemples. Est-ce en France, on nous dit régulièrement que l'État de nombreuses dettes. Est-ce qu'on a été consulté au sujet de la militarisation de l'État? Est-ce qu'on est d'accord pour que, à grande échelle, la France s'endette, s'il s'agit de cela, pour des armes? Dans une supposée démocratie, on devrait nous consulter, on ne nous consulte pas, on dit après il y a des dettes. Et comme les milliardaires ne paient quasiment pas leurs impôts, ça nous les payer. Est-ce qu'on veut promouvoir la militarisation des différentes nations? Attention, il faut bien réfléchir à cela. Et quant à la dette écologique, oui, effectivement, c'est un concept essentiel. On n'en est pas responsable, mais on va tous la payer. Et ceux qui en sont moins responsables la payent plus parce qu'ils n'ont pas l'air conditionné, etc., etc. Donc là, c'est une vraie dette et qui ne sera pas monétisée. Voilà ce que je vais dire. C'est parlant d'avoir une poste monétaire, la dette écologique. Elle a été mise en place, tout ça. Ouais, surprenant, mais oui, pourquoi pas. Oui, bien sûr, dans le sens où il va falloir réparer. Ça, c'est obligé. Mais déjà, il faut arrêter la machine qui détruit. Or, dès qu'il y a de la monnaie, on va détruire jusqu'au bout. Donc, si vous attendez l'économie verte, on sait ce que c'est, le greenwashing, non. La croissance verte, c'est une croissance, enfin, il y en a qui arrivent à dire oui, on peut décorréler la croissance de la destruction des ressources.
Il y a des exemples de pays, machin, mais sauf que c'est quand même des pays qui exploitent du pétrole. Enfin, normalement, c'est un foutage de gueule. Donc, tant qu'on utilisera de la monnaie, on va détruire la planète pour la transformer en chiffre d'affaires. Ce qui est logique dans un monde monétaire. C'est fou, mais c'est logique. Comme les armes qui produisent, enfin, qui sont super intéressantes pour relancer la croissance, pour plein d'autres raisons. Donc, financer le travail, ça rejoint aussi la question du travail et du sens, et qu'est-ce que le travail, en fait? Pour nous, en général, le travail, c'est, pour définition, non pas tripalum, qui peut être possible, mais voilà, c'est modification de la matière et de la pensée. Évidemment, avec la fonction d'utilité. Parce que si vous transformez de la matière sans but, bon, bah, vous jouez, why not? Mais pourquoi? Donc, le souci pour réparer toutes les saloperies qu'on laisse aux générations futures, c'est qu'ils n'auront pas le budget. Donc, non seulement ils vont exterminer la planète jusqu'au bout pour la transformer en chiffre d'affaires, mais ils n'auront pas le budget parce que personne ne veut payer pour réparer. Les pollutions au PFAS, les microplastiques, qui bossent là-dessus réellement? Non, il faut que ce soit rentable. Or, il va falloir le faire. Donc, on ne peut pas le faire dans un système monétaire. C'est mort. Après, former des ingénieurs, des gens qui réfléchissent librement, non pas des robots, sur qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut trouver une technologie, enfin, ou un filtre, enfin bref, ça me regarde pas, c'est l'avenir. Mais en tout cas, s'il n'est pas limité au budget, ça ouvre des perspectives. Si on reste dans une économie monétaire, quel intérêt, quoi? Ça n'est pas rentable. Et au contraire, vous savez très bien que pour le PIB, plus les gens sont malades, plus c'est cool. Parce que ça fait travailler les hôpitaux, ça fait travailler les labos, ça fait travailler plein de monde. Des gens qui sont équilibrés, qui ont eu des cours de psychologie, qui ne sont pas dans une économie qui génère du stress permanent, qui écrase les humains. Une économie comme ça, c'est mortel pour le PIB, parce qu'il n'y a plus besoin de dépenser de l'argent. Les gens zen, entre guillemets, n'ont pas besoin d'acheter du Nike pour exister. Il faut frustrer les gens en permanence dans notre monde. Sinon, il n'y a pas de déclenchement de l'achat. Donc, voilà, financiarisation, pour moi, le souci, c'est qu'il faut aller plus loin. Que c'est pas en trouvant un... Là, il y avait aussi d'autres trucs sur les votes Trump. Bon, en économie, on n'en pense pas ce qu'on veut, mais il a été au pouvoir parce qu'il a dit, comme tous les autres, les ennemis, c'est les étrangers qui viennent nous envahir avec leurs produits, qui viennent machin. C'est une guerre commerciale, je regrette. Et c'est pour le fric. Et les gens ont voté pour lui, pour le fric, pour défendre leur chiffre d'affaires qui se faisait bouffer par les Chinois, par plein d'autres gens. Donc, il faut arrêter de se leurrer, même en France, l'ennemi, c'est l'étranger, comme d'habitude, hein. Bon, ils s'aperçoivent quand c'est en Italie que finalement, ils ont besoin d'étrangers pour faire tourner l'économie et tout ça. Même en Suisse, il y a eu une votation, une proposition de l'extrême droite, de là-bas, position de l'extrême droite, évidemment, qui voulait limiter la population suisse à 10 millions. Mais tous les gens de l'économie et tout ça se sont dit, mais ils sont fous, sont les étrangers, on fait plus tourner la Suisse. Or, la Suisse, pays neutre, mais super exportateur. Donc, en gros, ils vont exporter la misère chez les autres. Ils vont tuer. Alors, évidemment, ils font des produits de bonne qualité, blablabla, blablabla, il n'y a pas de problème. Mais ils vont prendre les parts de marché ailleurs. Parce que le marché local ne suffit jamais. Parce que c'est une économie monétaire, parce que il faut de croissance, etc. Enfin, voilà. Les trois impasses que j'ai citées au départ restent malheureusement